Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la dernière vidéo qui va parler de cette UTMB 2021, promis après j'arrête, mais j'ai reçu beaucoup de questions après la course, donc ça me paraissait important d'y répondre, donc on va revenir sur toutes les questions que vous m'avez posées. Alors je vais pas les prendre spécifiquement mais j'ai réussi à les regrouper en catégories pour y répondre. Ça va me permettre aussi de faire un petit bilan à distance, puisque ça fait bientôt 2 semaines, une grosse semaine et demie que je suis revenu de Chamonix, que j'ai fini la course. Donc ça va me permettre de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de vous raconter ce qu'on n'a pas vu aussi dans la vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir, je vous la mets en lien, comme ça vous pouvez cliquer dessus directement. Cette vidéo va peut-être être un tout petit peu longue, je n'en sais rien, donc si vous avez besoin d'avancer, n'hésitez pas, je vais essayer, je dis bien essayer, de vous mettre les raccourcis pour aller aux informations qui vont vous intéresser. Mais en attendant, jingle, c'est parti! Et pour parler de ce que vous allez avoir dans cette vidéo, si vous voulez avancer ou pas, on va commencer dans un premier temps, enfin je vais commencer par vous expliquer ce qui s'est passé et que vous n'avez pas vu dans la vidéo, alors soit parce que je ne l'ai pas filmé, soit parce que je ne l'ai pas mis dans la vidéo, mais il y a surtout de grosses parties que je n'ai pas filmées et que j'ai vécues, donc voilà, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé hors caméra et rentrer un petit peu dans le détail de certaines choses que j'ai évoquées dans la vidéo. Ensuite, je vous parlerai de quelques anecdotes qui me sont arrivées pendant la course, donc des trucs un peu sympas, et ensuite on verra ce qui n'a pas marché, ce qui a marché dans ma préparation et dans toutes ces choses-là. Et on finira par voir ce qui va se passer après, à partir de maintenant, donc après cette UTMB 2021. Mais avant toute chose, je voudrais vous remercier parce que vous avez été très nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne à l'occasion de cette UTMB 2021, que ce soit avant mais aussi après. Vous avez été aussi très nombreux à voir la vidéo. Au moment où je la tourne, on a passé les 27 000 vues, donc je pense que ce week-end, le week-end du 11-12 septembre, on aura passé les 30 000 vues, ce qui pour nous est 2 fois plus que la vidéo la plus vue jusqu'à maintenant sur notre chaîne, donc c'est vraiment très impressionnant et on vous en remercie vraiment. Et vous remercie aussi pour tous les messages, je le dirai jamais assez, tous les messages de bienveillance que j'ai reçus après la course. J'en reçois encore maintenant sur les commentaires de la vidéo, donc un grand merci à vous de nous suivre, de nous aider, de nous supporter. Et là je crois qu'on a quasiment 100 commentaires ou 150 commentaires sur la vidéo et il n'y en a pas un seul de négatif, donc franchement merci beaucoup à vous, ça fait vraiment très chaud au cœur. Et pour ce qui est de la course, et ben pour le récit, alors j'ai pris quelques notes, donc c'est pour ça que vous allez peut-être me voir un petit peu regarder sur l'écran en dessous. Ce que je n'ai pas beaucoup filmé, c'est l'avant-course. L'avant-course, pourquoi? Parce que je voulais aussi le prendre pour moi, le vivre. Je parle de l'avant-course dans le sas de départ, j'ai filmé un petit peu, mais voilà, j'ai voulu vraiment me mettre dans l'ambiance pour en profiter vraiment, parce que c'était vraiment une course qui me tenait à cœur, donc je voulais vivre la chose, le moment présent, donc j'ai vraiment pas mal profité de tout ça. Et voilà, j'ai pas voulu filmer par exemple la musique très connue de l'UTMB, j'ai voulu la ressentir, la prendre pour moi. Vous l'avez vu dans la vidéo, je me suis mis assez loin dans le sas, mais ça c'était plutôt du côté sportif pour partir un peu lentement, mais ça m'a fait du bien aussi de pas être engoncé avec tout le monde autour et d'avoir un petit peu mon espace à moi. Alors on était plusieurs, mais on avait vraiment de la place, ça c'était vraiment cool. Donc ensuite la course, elle est partie, vous l'avez vu dans la vidéo, jusqu'aux ouches, il n'y a eu aucun souci, et heureusement puisque c'était du plat et que c'était le tout début de la course. Par contre, ce que je n'ai pas filmé et que j'ai très vite ressenti, c'est dans la première descente après le délévrait, j'ai très vite senti que les cuisses, il y avait quelque chose qui allait pas. Alors le début de la descente était très raide, donc j'ai vite senti qu'il y avait un petit truc qui se passait au niveau des cuisses. Tout le reste était nickel, et ça a été nickel de toute façon quasiment jusqu'au bout. Mais voilà, je sentais dans la première descente jusqu'à Saint-Gervais qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Après Saint-Gervais jusqu'au Contamine, franchement, aucun souci, c'était du faux plat montant, un peu de descente, des côtes un peu raides, mais franchement, aucun problème. Voilà, j'ai pas beaucoup filmé non plus cette partie-là dans la vidéo, puisque c'était le tout début de la nuit, donc je voulais rester un petit peu concentré, et ensuite,
après les contamines jusqu'au col du bonhomme, enfin jusqu'à la Balme, tout a été très bien. Et en fait, je pense que c'est là que j'ai fait ma première erreur à la Balme, ou même un petit peu avant, à partir de Notre-Dame-de-la-Gorge. C'est que j'ai mis beaucoup de temps à me couvrir. Et pour preuve, quand je suis arrivé à la sortie du ravito de la Balme, un bénévole est venu me voir en me disant attention, là-haut il fait froid, il y a du vent, il n'y a pas de pluie, je crois pas qu'il m'ait dit ça, mais en gros voilà, tu vas avoir du vent, il va faire froid, et j'étais à ce moment-là en t-shirt, j'avais 2 t-shirts, manches courtes, et juste des manchons. Et je me suis dit, bon bah voilà, dès que j'ai froid, je mets la veste, je mets la couche supplémentaire. Et c'est là que j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que je l'ai fait quand j'ai eu froid, effectivement, mais c'était pour moi déjà trop tard, je pense. Donc ça m'a déjà mis un premier coup dans l'ascension du col du bonhomme. J'ai mis très longtemps à me réchauffer. C'est pour ça que j'ai aussi pas beaucoup filmé dans cette ascension. Mais voilà, là la première erreur, je pense, alors je pense pas qu'elle ait coûté grand-chose, mais il aurait peut-être fallu qu'on contamine, quitte à avoir un peu chaud dans la vallée jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge. Je me couvre davantage, alors j'avais tout préparé pour me couvrir vite, c'est-à-dire que j'avais enlevé de mon sac, j'avais tout mis autour de la taille, mais j'aurais peut-être dû le mettre avant, mais voilà, pas une grosse erreur. Mais voilà, je pense que je me suis pas couvert assez vite. Ensuite, donc la descente du col du bonhomme, les cuisses, pareil que dans le délévrait, pas plus dur, pas plus compliqué. Par contre, j'arrive au Chapieux, donc au kilomètre 50, et là, je passe pas loin de la cata parce que j'avais sur mes petites fiches, entre guillemets, l'objectif de repartir des Chapieux avec 3 flasques. Une 4e si vraiment il faisait très chaud, ce qui n'était pas le cas, donc il fallait que je reparte avec 3 flasques. Et ça, pour le coup, je l'ai complètement zappé. Donc je suis arrivé au ravitaillement, il y avait mes parents en plus qui étaient là, qui avaient galéré à venir, donc on a parlé un peu d'autre chose. J'ai mangé un peu, j'ai rempli mes 2 flasques que j'avais vidées dans la descente, et j'ai pas pensé à en remettre, à en remplir une 3e. Et c'est en repartant du ravitaillement que je sais pas comment j'y ai pensé, je me suis dit merde, il fallait que j'en prenne une 3e. Donc j'ai fait demi-tour, je suis re-rentré dans le ravitaillement pour remplir une flasque vide que j'ai mise dans mon sac, et j'ai pu repartir. Là ça m'a fait perdre 5 minutes à peine, mais ça aurait pu me coûter beaucoup plus cher, surtout quand on sait ce qui s'est passé après dans l'ascension du col de la Seigne. Mais voilà, tout était réglé, tout était rentré dans l'ordre, j'ai pu repartir avec mes 3 flasques, mais là encore une fois, pas une erreur, ou en tout cas une erreur rattrapée. Je suis vraiment pas passé loin de la cata à ce moment-là. Et je pense aussi que j'ai fait une autre petite erreur à ce moment-là, c'est que je me suis pas arrêté assez longtemps. J'avais à ce moment-là 2h15 d'avance sur la barrière horaire, donc j'étais vraiment très large, mais on y reviendra sur ces barrières horaires et sur cette avance que j'avais en début de course. Ensuite, le col de la Seigne, bah tout simplement ça a été un calvaire. Voilà, je pense que le froid, la fatigue, donc le manque de sommeil, et bah ça faisait quand même déjà 10 heures qu'on était parti. Ça a commencé à vraiment me taper dedans et me fatiguer beaucoup. Comme je l'ai redit beaucoup de fois depuis, c'était la première fois que je prenais un départ le soir, donc c'est la première fois que j'avais une journée complète où je ne dormais pas, parce que j'ai pas réussi à beaucoup dormir, voire pas du tout, avant. Donc en fait, au bout de 10 heures de course, bah, j'avais 10 heures, mais j'avais aussi la journée d'avant où j'avais pas dormi. Et ça, c'était pour moi la première fois, donc un petit peu compliqué à gérer. Donc je me suis beaucoup endormi sur la fin de la montée, surtout. La première moitié, ça a été. En plus, ma première frontale que j'avais mis en mode trop puissant a commencé à lâcher, donc à gérer aussi dans la nuit le changement des piles pour repartir tranquillement. Donc ça, encore quelque chose de compliqué et de pas sympa à faire à ce moment-là. Et finalement, je vois pas mal de gens qui dorment sur le bord du chemin, et je me dis, bon non, je vais pas dormir dès la première nuit quand même, j'ai pas prévu ça. Deuxième erreur de ma part, j'aurais dû dormir à ce moment-là, mais je savais pas comment dormir, etc. Et j'étais encore à ce moment-là, petite précision importante pour la suite, en short. Et je me suis dit, si je m'endors là, c'est mort, je me réveille pas, ou alors je vais congeler, donc c'est impossible, je passe le col et je vois après. Bon, je passe le col, tant bien que mal, le jour commence un tout petit peu à se lever, et juste après le col de la Seigne, un refuge où il y avait 2 personnes dedans de la course, bon je sais pas trop ce qu'elles faisaient, et derrière, à l'abri du vent, il y avait 2 bancs, avec une personne qui dormait et une personne qui se reposait tout simplement. Et je me dis, c'est parfait, je me mets sur le banc qui est libre, je mets mon pantalon, mon collant pour avoir un peu chaud, et je fais un quart d'heure de sieste, et c'est bon, j'attaque le reste de la course. Bon, première erreur de dodo,
C'est-à-dire que le fait d'enlever mes chaussures, de sortir le sac, de mettre le pantalon, de remettre les chaussures, tout ça, ça m'a très bien éveillé. Donc, impossible de dormir derrière. Donc, cata complet, je m'allonge pendant 5 minutes, impossible de dormir. Je comprends très vite que j'y arriverai pas. Donc, je me dis, je repars. Là, j'envoie un message à mes parents, je les appelle, je leur dis ça va pas, je m'endors, tout va mal. Et là, ça commence à descendre au niveau du moral. D'autant plus qu'après, il y a l'ascension vers le col des Pyramides calcaires, qui est pas dur, mais dans la caillasse, donc vraiment pas une partie de plaisir. Et là, clairement, je me dis, Courmayeur, fini, je range le dossard, et on rentre à la maison, j'aurais essayé, c'est trop dur pour moi, patati patata. Et je passe au ravito, donc je passe au col des Pyramides calcaires, un thé, parce qu'avec un petit ravito sauvage, entre guillemets, un thé qui passe bien, un thé bien sucré, et j'attaque la descente, et j'arrive au ravito du lac Combal, et j'en repars, donc je m'arrête un bon 10 minutes, un quart d'heure, et je repars avec 1h30, je crois, j'en parle dans la vidéo, je sais plus exactement, une petite heure et demie d'avance sur les barrières, et là je me dis, bon, ok, bah, je vais retourner à Courmayeur, et puis vraiment Courmayeur, j'aurai plus qu'une demi-heure d'avance, et puis ça sera fini. L'arrêt du Mont Fabre se passe difficilement, mais ça va bien. Je redescends vers Courmayeur, et c'est là que que David me double. Donc David, c'est un des abonnés qui suit la chaîne d'ailleurs. Je le remercie, je le salue et je le remercie de m'avoir doublé à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que je lui fais part de mon état en disant, bah voilà, Courmayeur, il y a une chance sur 2 que je rentre à la maison. Et il me dit, non, faut pas que tu continues, j'ai vu toutes tes vidéos, machin, il faut pas que tu t'arrêtes, pardon, faut que tu continues. Sache qu'après Courmayeur, les barrières s'élargissent et tu peux tout finir en marchant. Bon, je dis ouais, je vais pas finir 90 bornes en marchant, c'est vraiment pas mon objectif. Mais je me dis, si c'est possible en marchant, ça veut dire que c'est possible en trottinant gentiment. Donc là, ça commence à venir en me disant, bon, peut-être que ça peut le faire. Je regarderai les barrières horaires plus tard, mais il y a possibilité que ça aille au bout. Mais j'y croyais pas franchement. Bon, voilà. Mais j'ai quand même un petit espoir qui revient. J'arrive sur Courmayeur. Première chose que je dis à mon père, parce que c'est lui qui faisait l'assistance à ce moment-là, je lui dis, bon voilà, c'est bon, ça me saoule, ça sert à rien de continuer. Et il me dit, est-ce que tu te vois t'arrêter maintenant ? T'es arrivé en courant, donc a priori tu peux continuer. Donc il me remotive. Finalement, je prends une pause à Courmayeur d'1 heure. Je pense a posteriori que c'était un peu trop, pour rien. Et je repars, donc direction Bertonne. Et c'est dans l'ascension vers le refuge de Bertonne que j'adopte ma première stratégie dont je parle un peu plus tard dans la vidéo, où je me dis, je vais faire 100 mètres de dénivelé positif et une pause. Même si ça va bien, je fais 100 mètres, une pause d'1 minute et je repars. Et en fait, Bertonne, je suis monté comme ça, je crois que je le dis dans la vidéo, 7 minutes plus vite que ce que j'avais prévu sur les temps de passage au départ quand je vais bien. Donc, je fais une très très bonne montée jusqu'à Bertonne. À Bertonne, je remplis les flasques et je repars vers le refuge Bonatti. Et c'est entre Bertonne et Bonatti que je fais ma première sieste de 12 minutes sur le bord du chemin. Je reviendrai un petit peu après sur comment ça s'est passé, comment j'ai pu réussir à dormir. Et donc je fais ma première sieste, 12 minutes, je me réveille et je repars direction Arnouvaz. Après avoir passé donc le refuge de Bonatti, je sens que je m'endors un petit peu, enfin que je m'endors, pas que je m'endors réellement, que je vais dormir, mais que je suis un peu dans un faux rythme et que finalement, même quand ça descend ou quand c'est plat, je cours pas, mais pas parce que je n'y arrive pas, mais parce que je suis pas dans le truc et je sors un peu, psychologiquement, je sors un peu de la course, donc je me reconcentre et là, j'ai la chance de me faire doubler ou de rattraper, je ne sais plus exactement, un gars qui s'appelle Benjamin, et s'il voit la vidéo, je le salue et le remercie, qui en fait, à 5 km d'Arnouvaz, du ravitaillement d'Arnouvaz, dans la descente, commence à accélérer, mais je me dis, allez, tu le suis, tu le lâches pas, et là pour le coup on a fait une fin de descente très 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 rapide, et je pense vraiment que sans lui, les barrières horaires auraient pas été aussi faciles entre guillemets à passer derrière. Donc il m'a vraiment tiré, je me suis vraiment mis dans sa foulée, je lui ai pas demandé s'il voulait que je passe devant pour faire le rythme, parce qu'a priori il avait l'air bien dans son truc, donc je me suis vraiment calé derrière lui,
pour le suivre jusqu'à Arnouva. Donc arrivé en bas, je l'ai évidemment remercié parce que sans lui, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et je repars d'Arnouva très rapidement avec 45 minutes d'avance sur les barrières. Donc là, j'avais encore un matelas entre guillemets assez confortable. En me disant, de toute façon, je vais aller le plus loin possible, je verrai où les barrières horaires me rattrapent. Et à ce moment-là, vraiment dans ma tête, c'est impossible que j'aille à Chamonix. Je vais avancer le plus loin possible et on verra où ça s'arrêtera, mais ça sera les barrières horaires qui m'arrêteront, puisque j'avais croisé quelqu'un d'autre qui m'avait dit que si j'abandonnais, j'allais le regretter très très longtemps, ce qui est fort probable, mais que si les barrières me rattrapaient, bon bah c'était la loi du sport et que là c'était un petit peu plus facile à digérer. Donc en sortant d'Arnouva, on nous dit que le pantalon est obligatoire parce qu'il fait très froid là-haut. Je monte vers le Grand Col Ferret, tout se passe bien, je prends encore ma technique de 100 mètres de dénivelé, 1 minute de pause, 100 mètres de dénivelé, 1 minute de pause, ça se passe très très bien. Je passe un peu pour un gland parce que bah, je double des gens en montant puis je m'arrête alors que je suis a priori pas fatigué puis j'attends pendant 1 minute. Donc c'était bien parce que je profitais de cette minute pour soit filmer et puis faire mon petit discours face à la caméra, soit me ravitailler, soit regarder un peu les barrières horaires, enfin voilà. J'avais toujours une petite minute pour souffler, pour penser à autre chose, donc ça c'était vraiment pas mal cette technique. Et ensuite par contre la descente vers la Foulie et puis ensuite vers Champais, c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment très peur en me disant bah, les descentes en fait je peux même pas les courir, j'avais vraiment les cuisses complètement défoncées, donc c'est là que j'ai fait pas mal de marches nordiques sur les faux plats notamment descendants. J'allais plus vite en fait en faisant de la marche nordique qu'en courant, et puis ça me faisait moins mal, donc sur certains aspects, sauf quand c'était trop raide, c'était vraiment la meilleure solution que j'avais, c'était la marche nordique. Et donc ensuite j'arrive à la Foulie, kilomètre 109, 110, 111, et là c'est vraiment le tournant de la course, pour moi. Pourquoi ? Parce que j'arrive un petit peu en avance sur la barrière horaire, en gros j'arrive avec 1 heure d'avance sur la barrière, et pour moi j'arrive là pour abandonner. Je me dis que ça sert à rien d'aller plus loin, puisque le temps de me ravitailler, je vais repartir avec 40-45 minutes à peine d'avance, et qu'il va y avoir la deuxième nuit à passer, puisqu'il est déjà 22h, 22h30, que derrière, il me reste 60 km, il me reste 3000 de dénivelé, un peu plus, il me reste en gros 15 heures, 16 heures, tout seul, et que à ce moment-là, je prends zéro plaisir. Et donc j'arrive un peu dépité en disant, alors il y avait tout le monde en plus à ce ravitaillement, enfin tout le monde, tous ceux qui étaient venus me voir, donc mes parents, ma soeur, mon beau-frère, mes neveux, nièces, tout ça, donc je dis, voilà, je sais pas si je vais continuer, il y a un petit moment de tension parce que, bah, on se comprend pas avec mon père, parce que moi j'ai l'impression qu'il me force, entre guillemets, à y aller à ce moment-là, j'ai l'impression que ma mère veut que j'arrête, donc je suis un peu tiraillé, moi je sais pas trop si je vais le regretter d'arrêter ou pas. Donc là c'est vraiment un moment dans ma tête où je suis pas bien, et bon je vais pas vous cacher, hein, il y a eu des pleurs un peu dans tous les sens, que ce soit pour moi, la famille, etc. Donc je suis un peu paumé, mais je suis pas encore rentré dans le ravitaillement. Et ma mère me dit avant que je rentre, appelle Manon, vois ce qu'elle en pense. Bon, je rentre dans le ravito, je prends, comme j'en avais l'habitude depuis quelques ravitaillements, un bouillon avec des vermicelles, une banane parce que ça passait très bien, un peu de coca, et je l'appelle. Donc j'appelle Manon et je lui dis, bon bah voilà, je lui expose la situation et je lui dis qu'est-ce que tu penses que je dois faire. Et là son message à elle, son discours à elle, il est très très clair, c'est il faut que tu continues. Clairement, c'était t'es là, tu t'es pas préparé, t'as pas fait autant de sacrifices pour ça. Pour arrêter à 110 km, tu continues, il n'y a pas de raison, t'es en forme, t'es sur tes 2 pieds, tu marches, et t'as de l'avance sur les barrières, donc tu tentes, au pire tu te fais sortir, donc encore une fois par les barrières horaires, mais au moins t'y vas. Bon, je sors du ravito, je me dis, bon bah voilà, je vais l'écouter, hein. J'y vais, mais c'est pour elle que j'y vais, c'est pas pour moi. Bon, c'était un peu con de ma part, mais voilà, c'était un peu l'idée dans ma tête à ce moment-là, et j'ai une discussion avec ma mère qui me dit qu'il faut que je fasse ce que je veux, qu'il faut pas que je me laisse influencer, il n'y a que moi qui peux décider ce que je veux faire. À ce moment-là, je suis décidé à partir, mais je me dis, je peux partir, faire 200 mètres et faire demi-tour, parce que voilà, j'étais vraiment sur le fil du rasoir,
Et mon père me dit qu'il ne me force pas à y aller, donc on s'explique un petit peu sur ce qui s'était passé avant le ravitaillement. Donc je suis un peu serein, ma sœur vient me parler et sans rien me dire forcément de très important, me fait prendre conscience en fait que ça fait à ce moment-là plusieurs mois que j'ai passé ma vie à penser à ça, que j'ai fait des choix de voir un peu moins Manon et Léna à la maison, etc. etc. Et finalement c'est moi qui l'exprime à ce moment-là en me disant bah voilà, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai choisi de faire, il faut que ça ait un sens. Donc avoir un sens, c'est pas s'arrêter au bout de 110 km, c'est aller au bout des choses et d'essayer. Et donc je repars de la folie en me disant on va essayer que ça ait un sens. J'y vais, mais on verra ce que ça donne. Sortie du ravito, petite butte qui descend sur 10 mètres. Je passe 10 mètres à chialer, très clairement. Donc voilà, je suis pas dans un état psychologique très serein, mais je me dis j'y vais et on verra ce que ça donne. Donc c'est pour ça que ce ravitaillement, ça a été vraiment très très important dans ma tête en tout cas et dans la réussite de ma course. Et ensuite, donc là je pars pour 14 ou 15 km direction Champais. Et je suis fatigué, la nuit arrive, il est quasiment 23h, je me dis là, il faut que je dorme, mais j'ai les barrières horaires, je sais pas trop quoi faire. J'ai deux solutions, soit je vais jusqu'à Champais et je dors un peu à Champais avant de repartir, soit je dors maintenant, mais derrière, je suis un peu mal avec les barrières, donc je sais pas trop quoi faire. Je décide de redormir, donc je fais une deuxième sieste par rapport à la première, en plus de la première que j'avais fait à Berton. Donc une deuxième sieste, cette fois-ci de 16 minutes. Ne me demandez pas pourquoi 12 et 16, j'en ai aucune idée. Mais c'est les programmateurs que j'avais mis sur mon téléphone pour me réveiller avec l'alarme. Donc je dors 16 minutes, et en me réveillant, je me rends compte que je suis pas beaucoup plus frais, et surtout que maintenant j'ai plus beaucoup de marge sur les barrières horaires. Donc il faut que j'accélère, et finalement, c'est à ce moment-là que y a un déclic. J'envoie un message à Manon en disant c'est bon, je vais au bout. Donc cette sieste, elle a peut-être aussi eu un bon effet. Et voilà, je me dis à ce moment-là, si le jour arrive, c'est gagné, je vais au bout, il n'y a aucun souci, il faut juste passer la nuit. Bon, à ce moment-là, il n'y a quand même que minuit, donc il y a encore quelques heures à passer. Mais finalement, ça se passe plutôt pas mal. J'arrive en bas de Champais, je retrouve un petit groupe avec un mec qui me reconnaît, on parle des vidéos, on parle des ultras, etc. Donc on fait toute la montée vers Champais ensemble. Et finalement j'arrive à Champais où je retrouve ma soeur, mes parents. Et de ce qu'ils m'ont dit après, ils n'ont pas compris ce qui s'était passé puisqu'ils m'avaient quitté en larmes en train de vouloir abandonner. Et à Champais j'arrive, j'ai de l'avance sur les barrières horaires et je suis motivé en me disant allez je mange, je repars, etc. Donc là il y a eu vraiment un gros déclic sur cette partie-là entre La Foulie et Champais. Et je repars de Champais, je sais plus avec... je retrouve le fameux Benjamin qui m'avait aidé à descendre jusqu'à Arnouva. Donc on fait quelques kilomètres ensemble, et puis ensuite il y a la montée vers la Giette, où là, ça se complique parce on est en pleine nuit. Et que dans cette nuit, je m'endors complètement. J'en ai parlé un tout petit peu dans la vidéo, et c'est vrai que quand je revois les images, je me rends compte que ça n'était pas très clair. C'est qu'en gros, pour faire très simple, dans la dernière partie de l'ascension vers la Giette et dans la descente complète jusqu'à Trian, enfin jusqu'au lever du soleil à 1 km ou 2 avant Trian, je suis en pilotage automatique. Alors, c'est pas que je dors, j'ai l'impression d'être dans un état hypnotique, c'est-à-dire que j'ai les yeux fermés, ça c'est sûr, j'avance, et je me fais réveiller quand je mets le pied dans une racine, quand le mec devant moi s'arrête et que je me prends son sac, quand il y a un caillou que je vois pas et que je me le prends, enfin... Et pourtant j'avance pas mal, mais je suis vraiment en train d'être en pilotage automatique, quasiment de dormir. Et là pour le coup je me dis, dans la descente, après la bascule, parce que là c'était un parcours que je connaissais, puisque je l'avais fait sur l'OCC, après la bascule c'est tout bon, je connais, ça va donner un peu de rythme et puis je vais me réveiller. Rien du tout, je bascule, je m'endors toujours autant dans la descente, sauf que c'est un peu plus dangereux encore. Donc je passe le ravitaillement de la Giette où il y a de la lumière, il y a un peu de chaleur, donc j'essaie de me réveiller, de parler avec des gens, avec les bénévoles, avec un peu une fille des secours. Et puis je repars et finalement je me rendors toujours autant, alors que j'avançais plutôt pas mal dans la descente, c'est-à-dire que pour le coup mes cuisses me laissaient un peu tranquille. Et finalement, j'arrive à Trian.
j'arrive à Trian, on y reviendra sans mes parents. Alors, ils sont arrivés après, c'était peut-être pas très clair dans la vidéo, mais ils sont arrivés en fait en retard, ils n'avaient pas eu mon passage à la Giette, donc ils attendaient dans la voiture. Bon bref, plus de peur que de mal, tout se passe très bien, je repars de Trian, la montée elle se passe sans problème jusqu'au Tsep, même encore un peu après, et par contre là la descente, des Tsep jusqu'à Valorcine, il y avait 6 km. Bon, 6 km, je crois que j'avais quasiment 2 heures pour les faire, et finalement, eh ben, ça a été beaucoup plus long que prévu, parce que là pour le coup, très très dur de courir, c'était assez raide, donc pas sur certaines portions, donc très très compliqué de courir, et ça a été très 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 long pour moi. Et donc, j'arrive à Valorcine et je voulais repartir avec 1 heure d'avance. Finalement, j'arrive avec 1 heure d'avance. Donc, je me dis, allez, en un quart d'heure, c'est fait. Je repars avec 45 minutes d'avance sur les barrières. C'était ma mère qui faisait l'assistance là pour la première fois sur cette partie-là. Donc, ça a été assez rapide, surtout qu'il a fallu que je me change, puisque il était 11 heures, donc il allait faire chaud ensuite. Donc, je me suis changé et c'était une très bonne idée vu la chaleur qu'il a fait après. J'ai mangé assez vite, j'ai tout rassemblé dans mon sac, j'ai enlevé tout le matériel qui n'était pas obligatoire et dont j'allais plus me servir, c'est-à-dire le bol, c'est-à-dire la cuillère, etc. Tout ça j'ai enlevé pour repartir le plus léger possible. Et je remonte vers le col des Montées avec mon beau-frère un petit peu. Et puis ensuite j'attaque l'ascension vers la tête au vent. Et c'est là que j'ai fait une autre erreur, je pense, en tout cas qui m'a pas coûté la course mais qui aurait pu me la coûter, c'est que quand je suis en bas, tout le monde me félicite, enfin il n'y a pas que moi, mais on est plusieurs, tout le monde nous félicite en disant bravo, c'est bien, vous l'avez fait, super, plus qu'une montée, une descente, c'est terminé. Et moi, dans ma tête, j'ai fini, enfin c'est gagné. Donc je commence l'ascension à la tête au vent, et là je suis vraiment en détente, c'est-à-dire que je prends le temps de filmer, je m'arrête un peu, je parle avec les randonneurs, je prends des photos, j'envoie à la famille, je réponds aux messages. Et en fait, je me rends pas compte que je suis en train de faire une grosse connerie et que je suis pas si large que ça, parce qu'il y a encore 2 barrières horaires à la flégère et à l'arrivée. Et donc, on le voit dans la vidéo, c'est une galère pas possible sur la fin de l'ascension. Moi, je la connaissais pas, puisque sur l'OCC, on allait directement à la flégère, en tout cas l'année où je l'ai fait. Mais derrière, là sur l'UTMB, on n'allait pas directement à la flégère, donc on allait à la tête au vent et c'était interminable. Et donc ce fameux bénévole à la tête au vent me dit si tu veux arriver à l'heure à la flégère, il faut que tu te bouges, il reste 3 km 1h15. Bon bah oui, 3 km 1h15 pour le coup, même fatigué, j'y arrive. Hein. Et bah sauf que c'est de la caillasse, c'est impossible de courir vite là-dedans, donc dès qu'il y a un peu de chemin, je bombarde, dès qu'il y a des cailloux, j'essaye d'aller vite, je me dis 3 km/h, c'est faisable. Je me disais à ce moment-là, et j'ai eu raison parce que beaucoup derrière se sont fait avoir, voilà, qu'il y en avait beaucoup qui allaient se faire avoir par la barrière horaire, je me suis pas trompé, il y en a beaucoup qui ont sauté à la flégère. Moi finalement, avec 2 autres gars, j'arrive à passer la barrière de la flégère avec 25 minutes d'avance, je crois que c'est la barrière que je passe le plus ric-rac. Et là, je me dis, flégère, il te reste 8 km. Même si tu bois pas, même si tu manges pas, toutes les secondes sont précieuses. T'as pas fait 145, 160 km pour te faire sortir à la flégère. T'en as pas fait, tu vas pas en faire 171 pour te faire sortir à Chamonix. Donc, je mets les bâtons dans le sac, je savais que j'en aurais plus besoin. Je prends un verre d'eau, je remplis une flasque, c'est tout. Et je trace. Et là, je me dis, il me reste 2 heures pour faire 8 km, à peu près, il me restait un peu plus. C'est du 4 km/h, il faut faire du 4 km/h, que ce soit de la marche, de la course, peu importe, la moyenne ça doit être 4 km/h. Et là je fais une descente, pas de fou, mais je descends très 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 bien, je me fais pas doubler. Je ramasse beaucoup de monde dans la dernière descente, beaucoup de monde qui marche, moi je suis en courant et je cours vite, donc ça fait plaisir. C'est un des éléments qui me fait dire que j'aurais peut-être pu mieux faire, mais je me dis aussi que c'était la dernière descente, que j'ai vraiment lâché les chevaux en sachant que derrière il n'y avait plus rien. Donc bon, j'aurais pu mieux faire, c'est sûr, mais j'aurais pas pu faire 40 heures, en tout cas dans les conditions qui étaient celles qui étaient mes conditions pour cette course. Donc voilà, je fais une grosse dernière descente. J'arrive dans Chamonix, j'ai largement le temps, je sais que je vais passer, j'arrive finalement avec plus de 45 minutes d'avance, donc j'ai vraiment rattrapé du retard sur la dernière descente. Et dans les dernières rues, juste avant l'arrivée, je croise un ami qui habitait par ici avant et qui a déménagé je ne sais où dans les Alpes, dans la montagne en tout cas,
qui me croise, qui me félicite, qui me dit bravo, etc. et qui me voit sortir la GoPro pour filmer l'arrivée. Et là il me dit, et je pense que ça a été le meilleur conseil qu'on m'ait donné sur toute cette course, à part peut-être Manon qui me dit de continuer à la folie, il me dit tu ranges ta GoPro, t'as 1 km, il est pour toi, tu profites, il faut pas que tu oublies ça, donc kiffe. Et c'est là que j'ai la chance d'avoir mon beau-frère à côté de moi, donc je lui donne la GoPro, et je lui dis démerde-toi, tu fais ce que tu veux, mais essaye de filmer si tu y arrives. Bon. Et franchement, ce dernier kilomètre, avec tout le monde qui applaudit, le dernier virage, l'arrivée juste devant l'arche, j'avoue qu'à 3 secondes près, je pouvais lâcher ma petite larme quand j'ai vu l'arche arriver, que j'entendais le bruit de la foule qui était très très nombreuse puisqu'il y avait les récompenses juste après. J'étais pas loin de pleurer, mais je finis tranquillement, et là en arrivant sur l'arche, je vois qu'il y a ma tête en gros plan sur l'écran, et je me dis, c'est peut-être le live, c'est peut-être ce que tout le monde est en train de voir en direct, tous ceux qui ont voulu voir mon arrivée. Donc faut que je marque le coup, et c'est là que je fais mon petit saut à l'arrivée sur la ligne d'arrivée, que j'ai regretté instantanément, puisque les cuisses n'ont pas lâché, mais m'ont fracassé sur le coup. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de finir en me disant, si c'est le live, si je suis en direct, si les gens me voient, il faut que je marque le coup, et donc je saute sur cette ligne d'arrivée 46 heures et 11 minutes après le départ, donc très très loin de ce que j'avais imaginé au départ pour les 40 heures, mais finisher, et c'est ça le plus important. Pour ce qui est des anecdotes en plus, alors vous allez voir, vous allez retrouver un peu des éléments dont j'ai parlé juste avant. Les anecdotes, je vais les faire de façon chronologique. La première, elle m'est arrivée aux Ouches. Aux Ouches, la course va très vite puisqu'on est à 8 km, les gens courent, il y en a très peu qui s'arrêtent au ravitaillement, et moi j'avais décidé de m'arrêter, mais de m'arrêter très rapidement. Et en fait, je remplis la flasque que j'avais vidée, et je me dis je vais prendre un petit verre de coca avant de monter vers le Dél'Everest, ça fait pas de mal, un peu de sucre, et puis ça fait plaisir. Sauf que je prends mon verre, je continue à marcher en sortant du ravito, et là, tout le monde crie allez Romain, etc. Et je vois tout le monde qui me double, enfin tout le monde, beaucoup de gens qui me doublent en courant, et je me dis je suis le seul à m'arrêter, je suis en train de boire un verre de coca, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Et là je panique, et je repars, j'essaye de boire en courant tant bien que mal, j'en fous partout, donc je me dégueulasse de partout avec du coca et tout, donc je balance finalement le coca par terre. Je reprends, parce qu'il restait une dernière table, une bouteille d'eau pour rincer le verre. Je sais pas pourquoi j'ai essayé de rincer ce verre. Hop, je le remets dans mon sac et je repars. J'avais juste du coca partout, j'avais rien bu et j'avais perdu 1 minute. Voilà, c'était le premier point qui montrait qu'il n'y avait pas trop de lucidité. Ensuite, la deuxième anecdote, c'est juste avant Courmayeur, où en fait, je regardais les barrières horaires en me disant est-ce que je vais pouvoir passer, est-ce que je vais pouvoir aller au ravitaillement d'après. Et je regarde les barrières, je vois Courmayeur, j'avais plus l'heure exacte. En gros, je vois ravitaillement, donc j'avais un tout petit papier, ravitaillement d'Arnouva, prochaine barrière à 16h15. Je compte, je me dis, c'était 13h à Courmayeur, donc 13h jusqu'à 16h15 à Arnouva, je me dis, 3h15 pour faire 17 bornes avec le dénivelé qu'il y a, c'est impossible, donc je vais repartir de Courmayeur, et je vais sauter à Arnouva, c'est sûr, je vais tenter, mais j'y arriverai pas, c'est impossible. Et finalement, j'étais plutôt content de me dire, ok, il me reste que 17 km, je vais en profiter, et puis je vais me faire sortir, entre guillemets, avec les honneurs. J'arrive à Courmayeur, je vois ma mère, je lui dis que ça va pas, machin, et je rentre j'arrive au niveau du gymnase, on me bip ma puce, et là, je regarde le panneau UTMB qui dit, prochain ravito, prochaine barrière horaire, etc. Et je vois, prochaine barrière horaire, Arnouva, 18h15. Et là, c'est plus 3h15 que j'ai. C'est 5h15. Et là, je me dis, en fait, 5h15, ça va le faire. Donc, je suis obligé d'y aller parce que je vais aller à Arnouva et ça devrait le faire. Bon, il se trouve que j'y suis arrivé un peu ric-rac, mais finalement, j'avais plus d'excuses en me disant, c'est bon, je vais me faire sortir, ça y est, je sais. Et je me suis pas fait sortir et j'avais largement le temps d'y aller, donc j'avais plus d'excuses pour y aller en dilettante, j'ai dû y aller. Et bon, sur le coup, ça m'a fait un peu suer parce que je me suis dit merde, il faut que j'y retourne. Maintenant, j'en rigole en me disant j'ai failli me faire sortir entre guillemets volontairement en me disant de toute façon j'ai pas le temps, et finalement j'ai eu largement le temps. L'anecdote suivante, les deux anecdotes suivantes, vous allez voir, ça va pas parler très très français. La suivante, c'est entre La Foulie et Champais, où en fait je m'endormais, donc j'ai essayé de mettre de la musique pour ne pas m'endormir. Et là, je reviens sur un Sud-Coréen qui
n'était pas perdu, mais je pense qu'il ne savait pas dans quelle course il était. Il avait aucune notion de à combien de kilomètres il en était, de ce qui lui restait à parcourir. Enfin, c'était très très bizarre. Et il me parlait dans un anglais que je ne comprenais pas. Sauf que moi j'avais mes écouteurs, donc je les enlevais pour l'écouter, pour lui répondre. Il semblait plus trop poser de questions, donc je remettais mes écouteurs, il me reparlait, donc j'entendais, je disais What? I don't understand avec mon anglais de 3 heures du matin. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Finalement, c'est pas très très bien, mais pour être sûr de ne plus avoir à lui répondre, je me suis arrêté, j'ai changé mes piles de la frontale, j'étais tranquille. Il est parti, il m'a mis 300 mètres et je l'ai revu qu'à Champais. Ou à Champais, encore une fois, il m'a demandé où est-ce qu'il fallait aller, où est-ce que c'était, Champais, qu'est-ce que c'était. Enfin bref, il était complètement paumé, il n'avait pas d'assistance. Je l'ai pas revu après, je sais pas s'il a été finisher, mais pour le coup, ça m'a fait beaucoup rire d'essayer d'aider quelqu'un sans l'écouter, sans le comprendre. C'était un grand moment. Et l'anecdote suivante, c'était à la Giette, donc à la bascule en fait entre donc sur l'ascension entre Champais et Trian, en haut, il y a un Polonais qui était là arrêté et qui me dit, en anglais bien sûr, tu vas où? Donc je vois qu'il a un dossard, je me dis bah il sait où on va, puisqu'on vient de Champais, on va à Trian. Et il me dit non, moi je viens de Trian. Je dis bah non, c'est pas possible, si tu viens de Trian, tu t'es trompé de chemin. Non, nous on vient tous de Champais, donc tu viens de Champais aussi. Et on va à Trian et ensuite on enchaîne vers l'arrivée. Il me dit non, moi je viens de Trian et je veux aller à Champais. Donc il commence à remonter, je lui dis bah écoute, nous c'est dans l'autre sens qu'on va, donc je lui dis ça en anglais, hein, donc moyen. Et finalement il repart en sens inverse. Finalement il recroise quelqu'un d'autre à qui il a demandé aussi son chemin. Et c'est là que ça me fait penser à toutes ces hallucinations qu'on a eues pendant la course. C'est dingue l'état dans lequel on est. Pour être complètement paumé au point de se dire, alors il venait peut-être de Triangle, je pense pas, mais il était complètement désorienté, complètement à l'envers, c'était assez bluffant, et moi j'étais en plus en train de m'endormir à ce moment-là avec des petites hallucinations, je voyais des trucs qui n'existaient pas, donc c'était vraiment un moment très très particulier. Et enfin, les deux dernières techniques, ça va parler du sommeil. C'est tout simplement, encore une fois, juste avant cette deuxième sieste de 16 minutes, où j'envoie un message en fait à Manon, en lui disant, texto, je m'endors. Et en envoyant ce message, donc je vois qu'il est envoyé, qu'il est reçu, qu'il est lu, et là, plus de réseau. Donc je me dis, Manon, elle est à 600 km d'ici, elle peut rien faire, elle sait que je suis en PLS, elle reçoit, je m'endors, et elle peut rien faire. Elle peut pas m'appeler, elle peut pas m'envoyer de message, elle peut pas me donner de conseils. La panique. Et donc, l'anecdote suivante, qui va parler des siestes, c'est que, comme je l'ai dit, dans le col de la Seigne, j'ai pas réussi à m'endormir. Et j'ai échangé avec un gars qui m'a dit, mais en fait, j'ai une technique, donc il me l'a expliqué, et finalement ça a très très bien marché. Ce que j'ai fait pour m'endormir, c'est que quand je sentais que je piquais du nez, que je fermais les yeux, je m'endormais, je prenais mon téléphone, je mettais un minuteur de 12, 16, 20 minutes, en l'occurrence moi j'ai mis 12, 16, mais on pourrait mettre n'importe quoi, et dès que je trouve un coin sur le bas-côté, entre guillemets, je lance le minuteur, je mets le téléphone par terre et je m'allonge dessus. Le fait est que on s'endort et le téléphone sonne au bout de 12, 15, 20 minutes, peu importe, et on se réveille et on repart. Et pour le coup, ça a super bien marché, que ce soit la première ou la deuxième fois. J'ai mis mon téléphone, j'ai mis le minuteur, je l'ai lancé, je l'ai posé par terre, je me suis allongé en sautant complètement sur le côté, sur le flanc, et j'ai dormi tout de suite avec le téléphone juste en dessous. Au bout des 16 ou 12 minutes, il a sonné, et je me suis réveillé, donc ça aussi... j'ai appris à faire des micro-siestes, finalement pas en me posant et en prenant le temps de m'installer, mais vraiment en me lançant sur le côté et en m'éclatant par terre. Et finalement, j'ai réussi à dormir une petite demi-heure sur toute la course, et je pense que ça a été bénéfique sur certains aspects. Et maintenant, on va revenir sur tout ce qui a marché et tout ce qui n'a pas marché pendant cette UTMB. Donc ce qui a marché, déjà la chose la plus importante, de ce que je ressens a posteriori, mais ce que j'ai même ressenti pendant la course, ce qui a le plus fonctionné, c'est mon mental. C'est-à-dire que le physique n'était pas au top, pour sans doute beaucoup de raisons, mais le mental était vraiment là, et c'est ce qui m'a sauvé. C'est-à-dire que sans ce mental, sans cette persévérance, je pense que jamais j'aurais pu aller au bout de cette UTMB. Il y a plein de fois où j'aurais dû, entre guillemets, abandonner, où psychologiquement je me suis dit non, il faut y aller, c'est la course de ta vie, faut
faut y aller. Donc un truc qui m'a vraiment sauvé, c'est le mental. Un truc qui m'a pas sauvé mais qui m'a beaucoup rassuré, c'est le matos et la tenue. C'est-à-dire que tout a très bien fonctionné, il n'y avait aucun souci. Je suis parti assez léger en termes d'habits, mais tout ce que j'avais était nickel. J'ai jamais eu froid à part au début, mais j'étais pas couvert. Une fois que j'ai mis mes affaires, j'étais franchement très bien. Le collant, le pantalon de pluie, la troisième couche chaude puisque le kit grand froid avait été activé. Tout ça c'était vraiment nickel. Donc franchement, le matos, rien à dire. La seule chose que j'ai découvert sur cette course, c'est les bâtons, puisque pendant le transport, mes bâtons, ce sont mes anciens bâtons. Un de mes anciens bâtons s'est plié, donc il était plus utilisable, ou en tout cas plus de façon 100% certaine. Donc j'ai été obligé d'en racheter sur le salon juste avant la course, et ça n'a pas posé de soucis. De toute façon, c'est pas ça qui pose le plus de problèmes généralement, mais franchement, ce qui m'a vraiment rassuré, et peut-être pas sauvé, mais presque, c'est l'assurance que j'avais en mon matériel et en ma tenue. Deux autres choses petites, alors je reviens un peu sur tous les aspects que j'avais évoqués dans le J-30 dans toutes les vidéos. Autre chose qui a bien marché, c'est mes pieds. C'est-à-dire que j'ai eu une ampoule sur un pied, parce que je pense que j'avais pas serré ma chaussure assez et que dans les descentes, ça venait vraiment taper et frotter. Sinon, aujourd'hui, je m'en sors très bien, j'ai aucun problème. Mon ampoule, elle a été percée tout de suite, il n'y avait aucun souci. J'ai juste un ongle qui a beaucoup tapé, pied gauche sur le pouce, qui est un peu noir, mais franchement, au top. Pareil, ce qui a très bien marché, c'est la montre. La montre, je l'ai rechargée à Courmayeur, je l'ai rechargée à Champais. J'ai remis un petit coup de pile à Valorcine, histoire de dire, mais je suis arrivé à Chamonix à l'arrivée. Il me restait encore 50% de batterie, donc franchement, les recharges au milieu, elles ont très bien fait l'affaire, et je suis vraiment pas déçu de ce côté-là. Ce qui a aussi très bien marché, c'est la nourriture. Beaucoup m'ont demandé comment j'avais fait pour gérer la nourriture, sachant que j'avais été plus lent que prévu. Alors il y a deux choses à ça, c'est que déjà j'ai pas été beaucoup plus lent, en tout cas sur chaque secteur, c'est-à-dire que j'étais peut-être 30, 40, 50 minutes plus lent, mais finalement ça se joue à une barre ou à une compote de plus, donc c'était tellement réparti sur toute la course que ça s'est pas trop ressenti. Et finalement, j'avais aussi, je l'avais déjà dit dans la vidéo sur l'alimentation, prévu un petit peu trop. J'avais enlevé un peu pendant le dernier briefing la veille pour partir un peu plus léger, mais j'avais gardé quand même un petit peu plus. Et surtout, dans le sac de mon assistance, il y avait de quoi récupérer si jamais il en manquait. Donc franchement, j'ai manqué de rien. J'ai eu la chance aussi que tout passe, le sucré, le salé, ce que j'avais sur moi, les sandwichs que j'avais préparés pour les ravitaillements, les assistances, les sushis que j'ai mangés à Champais. Alors j'en ai pas mangé beaucoup parce que j'étais un peu pressé, mais tout ça, ça a super bien marché, tout est passé, je n'ai absolument pas eu mal au ventre, je n'ai pas vomi, je sais pas combien de personnes j'ai vu vomir sur le bord de la route. Ça n'a pas été mon cas, j'ai même pas eu envie de vomir. J'ai pu m'alimenter tout le long de la course, que ce soit le salé, le sucré, le solide, le liquide. Franchement, tout est très bien passé. La seule chose qui m'a dégoûté, et ça s'est vite calmé puisque je l'ai dit à mes parents, c'était la boisson isotonique au citron que je pouvais plus boire, qui était vraiment pas bonne. Donc j'aurais demandé d'arrêter de m'en préparer et tout était bon. Enfin, pas bonne. C'est pas qu'elle était pas bonne, c'est qu'une gourde, deux gourdes, ça va. Mais plus, c'était vraiment pas... J'avais plus envie d'en boire, donc je leur ai demandé d'arrêter. Donc franchement, ça a été au top. Une autre chose qui a été vraiment au top et qui a très bien marché, c'est l'assistance. Mis à part ce petit couac à Trian, ils ont été au top. Je les remercie encore une fois d'ailleurs. Franchement, tout s'est très bien passé. Ils étaient à chaque fois, ou presque, là avant moi. Tout ce que j'avais noté sur les papiers qu'on avait vus ensemble la veille, ça a été nickel. On a pu échanger rapidement. Enfin, tout a été très facile. Pour revenir un petit peu sur Trian, comme je le disais, le live trail n'a pas marché, donc ils n'ont pas reçu la notification comme quoi j'étais passé à la Giette. Eux avaient calculé 1 heure de descente de la Giette à Trian, ce qui était à peu près ce que j'ai mis. Sauf que ils n'ont pas reçu l'info, donc moi quand je les ai appelés, j'étais déjà au ravito. Bon, plus de peur que de mal, j'ai rempli mes flasques tout seul, j'ai commencé à manger, puis on a fait l'assistance après, donc on a fait un peu à l'envers, et ça s'est très bien passé. Et la dernière chose qui a très bien marché aussi, j'en parlais tout au début de la vidéo, c'est vos encouragements. Je le répéterai jamais assez, mais je ne sais pas, je n'ai pas su gérer, entre guillemets, cet afflux de bienveillance et de félicitations que j'ai reçus. J'ai reçu des centaines de messages, sans exagérer, qui sont tous positifs, qui me félicitent, et franchement c'était
un bonheur. Donc ça a très très bien marché. Je voyais les messages pendant la course, je pouvais pas y répondre parce que je prenais pas le temps, et heureusement d'ailleurs. Mais ça m'a vraiment vraiment boosté de me dire qu'il y avait autant de monde derrière moi qui me poussait aux fesses. Ça m'a vraiment vraiment beaucoup aidé. Les choses qui n'ont pas marché, pour moi, il y en a deux très importantes. Alors le sommeil, mais finalement je pouvais pas y faire grand chose, donc ça je le mets un peu de côté, mais deux autres qui sont très importantes, c'est d'abord le dénivelé, et contrairement à ce que j'ai dit, pas le dénivelé positif. Je pense que ce qui m'a le plus fait défaut, c'est le dénivelé négatif, je le savais, mais je l'ai pas assez travaillé, et malheureusement en Ile-de-France on n'a pas de quoi travailler beaucoup les côtes. Alors, le dénivelé positif, j'ai réussi à le faire. Le dénivelé négatif, je pense que j'ai été trop en retenue dans les séances d'entraînement sur les descentes. Et je pense que c'est ça qui m'a cassé les cuisses assez vite. Donc, si je devais refaire une telle préparation, j'insisterais largement sur le dénivelé négatif. Peut-être avec des séjours un petit peu plus souvent en montagne, ou en travaillant vraiment dans les petites descentes qu'il y a à côté de la maison, mais en boostant un petit peu pour se casser entre guillemets les cuisses à l'entraînement. La deuxième chose qui pour moi n'a pas fonctionné, et c'est pas dire que je le savais, c'est que je m'en doutais, c'est les allures en début de course. Alors, entre Chamonix et les Ouches, bien évidemment, je pouvais pas aller plus lentement, j'ai fait du 8 km/h, j'étais dernier de la vague, j'ai doublé personne. C'était vraiment c'était très bien, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Par contre après, comme je le dis, j'arrive au Chapieux avec 2h15 d'avance sur les barrières. Et je pense que c'est là que j'ai fait une erreur entre le kilomètre 10 et le kilomètre 50. J'aurais dû tirer le frein à main et courir encore plus lentement que ce que j'avais prévu. Et je pense que ça m'a mis un petit peu dans le mal pour la suite. Donc, le jour où je refais l'UTMB, si je refais un jour, voilà, partir pas avec trop d'avance sur les barrières horaires au début. Ça sert à rien d'avoir 2 heures pour finalement finir avec 25 minutes. Je pense qu'il vaut mieux l'inverse, commencer avec peut-être pas 25, mais 40 minutes, 1 heure au début sur les premières barrières, et puis finir avec 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, parce que ça va bien, et puis qu'on avance, et qu'effectivement, après la mi-course, les barrières sont un petit peu plus faciles, et que tout peut effectivement aussi se faire, a priori, comme je le disais, en marchant ou en courant très lentement. Donc, je partirai pas moins vite sur les premiers kilomètres, mais je tirerai le frein à main beaucoup plus tôt que ce que j'ai fait là, et je le ferai surtout de façon volontaire et pas de façon contrainte parce que je suis fatigué. Donc voilà un petit peu sur ce que je pouvais dire sur ce qui a bien marché ou pas marché. Aussi sur mon récit de course un petit peu plus détaillé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que l'UTMB, on m'a tout de suite posé la question, une fois que j'ai fini la course, est-ce que tu y retourneras? Et je me souviens, je l'ai écrit, il y a la preuve, j'ai dit non, je n'y retournerai pas, je l'ai dit plusieurs fois pendant la course, je l'ai fait, je l'aurais fait. Voilà, il y a d'autres choses à faire, et c'est vrai, il y a d'autres choses à faire, mais je me dis, peut-être pas y retourner pour le faire, mais y retourner pour faire mieux. Et là où je disais le lendemain de la course, je n'y retournerai pas, aujourd'hui, je peux vous dire que j'y retournerai. J'ai envie d'y retourner en tout cas, ça c'est sûr. Et je suis même en train de me poser la question, alors ça on a encore largement le temps de voir les choses venir avec Manon, mais pour 2022, les points de qualification seront encore valables, et j'aurai les points pour l'UTMB, je les aurai pour toutes les courses du week-end UTMB, donc est-ce que je vais redemander les points, le tirage au sort pour l'UTMB, avec très peu de chances d'être pris? Est-ce que je vais demander la TDS, qui m'intéresse aussi? J'avoue que je sais pas, on a le temps de voir, mais il est très 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 probable que je reparte sur l'UTMB un jour. On verra comment ça se passe, ça sera peut-être en 2022, ça sera peut-être plus tard, on verra, mais il est très fort probable que j'y retourne. Et je vais pas revenir sur la vidéo que j'avais faite sur toutes les autres courses qui m'intéressent et que j'ai envie de faire. Mais voilà, je vous invite aussi à aller la voir si vous voulez, mais il y a plein d'autres courses aussi. Donc l'UTMB, oui, j'y retournerai pour faire mieux, voilà. Et plein d'autres courses que je ferai aussi, parce que maintenant je suis un peu libéré de cette course-là et que c'est plus une priorité, je l'ai faite, je peux aller voir un petit peu ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que depuis 2 semaines, un petit peu moins, j'ai envie de courir.
le lendemain, j'avais pas du tout envie de repartir courir, même les ultras, je me disais c'est bon, j'en ai fait un. Là, je passe 2 heures par jour sur les sites pour trouver des courses à droite, à gauche, en fin d'année, début d'année prochaine, enfin bon bref. J'ai envie d'aller courir, donc ça c'est plutôt cool. J'avais peur de m'ennuyer et de me dire c'est bon, j'arrête derrière. C'est pas le cas, j'ai envie de courir, donc ça, je vais prendre le temps, c'est sûr, puisque là on a des choses personnelles qui nous attendent qui vont prendre du temps. Mais ensuite, je repartirai. Et l'avantage aussi, c'est qu'on pourra repartir avec Manon qui pourra recommencer à courir à partir de la fin d'année. Donc ça sera encore plus sympa de partager ça tous les deux. Et ben voilà, c'est comme ça que s'arrête cette vidéo et ces séries de vidéos sur l'UTMB. Merci encore une fois à vous tous de les avoir suivis. Merci d'être là. Si vous écoutez ça, c'est que vous êtes vraiment les plus fidèles. Donc merci à vous tous. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. On a gagné beaucoup en visibilité avec cette UTMB. Mais n'hésitez vraiment pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. À partager les vidéos aussi si vous voulez. À nous suivre sur Instagram où on est aussi un petit peu actif. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. À nous suivre. Ça nous fait vraiment très plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.